Parfait. Alors, cher Jamal, cher Monsieur Belkadir, alors, chers modérateurs, j'imagine qu'ils sont là en virtuel. Merci d'abord pour cette invitation à participer à cette très belle réunion. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être là. Bien sûr, nous aurions préféré, vous et moi, être là en présentiel, en face à face, mais la tragédie que nous avons vécue et que nous vivons encore au Maghreb, en Afrique et en Europe et en Belgique aura empêché cette convivialité amicale. Alors, je pense que le professeur Belkadir a déjà très bien préparé le terrain. Nous le savons tous, et il vous l'a dit, les glyphosines, les SGLT2 inhibiteurs occupent dans la stratégie thérapeutique, occupent dans le plan du traitement du diabète de type 2 une place tout à fait privilégiée. C'est ce que nous disent les recommandations américaines, c'est ce que nous disent les recommandations européennes. C'est vrai en prévention primaire, c'est encore plus vrai en prévention secondaire. Alors, voilà. Il y a un ensemble d'études qui ont légitimé cette place privilégiée, qui ont légitimé cette place de choix. Ces études ont en effet démontré que les glyphosines, les SGLT2 inhibiteurs, à côté de leur effet glycémique, à côté de leur effet pondéral, de leur effet tensionnel, ont des caractéristiques, une plus-value, un bonus cardiovasculaire et rénal. Alors, le but de mon exposé cet après-midi, ce sera de vous proposer un état des lieux. Un état des lieux 2020 sur ces glyphosines dans le champ thérapeutique. Et je voudrais diviser l'exposé en deux parties principales. La première partie, c'est ce que nous savions, ce que nous connaissions le 1er janvier 2020. Et puis, dans la deuxième partie, et elle sera exhaustive, qu'est-ce que cette année 2020 nous a apporté dans le domaine des glyphosines. Alors, j'essaie d'avoir la diapositive suivante. Alors, ce que nous savions, ce que nous savions le 1er janvier 2020, c'est que les patients, de fait, les patients diabétiques de type 2, traités par SGL inhibiteurs, avaient par ce médicament un bénéfice cardiovasculaire évident. C'est Amparec. C'est Amparec qui, en 2015, pour la première fois, l'avait parfaitement démontré. L'administration à des diabétiques de type 2 en prévention secondaire amenait une réduction de risque des événements cardiovasculaires majeurs, c'était l'infarctus, c'était l'accident vasculaire non fatal, c'était le décès cardiovasculaire, eh bien, il y avait une réduction de risque de 14%. C'est la première fois qu'on avait ce genre d'observation et il était amplifié par deux autres constats, c'est que l'administration d'empagliflozine, d'un SGLT2 inhibiteur, non seulement diminuait ces événements cardiovasculaires, mais au terme de 48 mois, réduisait de manière significative la mortalité et la mortalité cardiovasculaire. C'était une première. Les données qui ont suivi ont corroboré, parce que de fait, ces résultats étaient tellement spectaculaires qu'il y a eu des sceptiques. Mais les résultats suivants ont allé dans la même direction. Et Canvas, c'était la canagliflozine. Canvas, c'était aussi des malades majoritairement en prévention secondaire, montrait exactement le même type de résultat à la décimale près. Et puis, diclartimi, avec la dapagliflozine, montrait également dans une certaine mesure ce type de résultat.
il fallait néanmoins préciser que dans Déclartimi, le design était quelque peu différent et la majorité des patients diabétiques de type 2 étaient des malades en prévention primaire. Cela étant, si l'on cible l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, vous constatez que c'est un tir groupé et qu'il y a une réduction de risque de l'ordre de 30 à 40%. Les diabétologues ne pouvaient qu'être réjouis par ces résultats, parce qu'enfin, et le professeur Belkadir y a fait allusion, la décompensation cardiaque est un sujet de préoccupation majeure pour les diabétologues. En tout cas, il est devenu un sujet de préoccupation majeure pour les diabétologues. Regardez cette étude publiée dans le Lancet en 2015. Ce sont des cohortes, c'est la cohorte anglaise, c'est 2 millions d'individus, dont 2% de patients diabétiques de type 2. Ils sont suivis pendant plus de 5 ans. Eh bien, le constat, il est là. Chez les diabétiques par rapport aux non-diabétiques, le risque d'insuffisance cardiaque est augmenté de plus de 50%. C'est évidemment hautement significatif. La cause est entendue. Et donc, au vu de ça, les mêmes diabétologues qui étaient heureux de lire les résultats des études précédentes ont encore été plus heureux de lire les résultats de l'étude d'APA-HF qui a été publiée en 2019, en fin 2019, dans le New England. Là, il s'agissait de malades diabétiques, mais également non diabétiques. L'objectif primaire de cette étude d'APA-HF, c'était la mortalité cardiovasculaire et la décompensation cardiaque. Mais voilà, c'est gagné. C'était 26% de réduction de cet objectif primaire. Et cette réduction significative était tirée par l'objectif de l'hospitalisation pour décompensation cardiaque, une réduction de 30% sous dapagliflozine par rapport au placebo. Voilà la facette cardiovasculaire de ce que nous savions, de ce que nous connaissions le 1er janvier. Et puis, il y a la facette rénale. On est tout aussi concernés, diabétologues, par le rein, nous, les diabétologues. Car enfin, regardez cette étude américaine, le diabète, c'est quand même la cause principale, quand même la cause principale d'insuffisance rénale terminale. Dès lors, tout médicament qui apporterait une brique au traitement de la néphropathie devrait être privilégié, devrait occuper une place de choix. Eh bien, les SGLT2 inhibiteurs répondent à l'appel. Les SGLT2 inhibiteurs répondent à l'appel. Voilà les 3 principales études en PAREC, CANVAS et Déclartimi. Alors, regardez le critère composite. Le critère composite, c'était habituellement la dégradation de la fonction rénale, le doublement de la créatinine, l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale, l'albuminurie. Oh, les critères composites pouvaient être quelque peu différents d'étude à étude, mais le message, il est univoque. Regardez ce critère composite, c'est 40% de réduction, 40% de réduction de risque. 40% de réduction de risque de l'évolution ou de l'aggravation vers une néphropathie. Alors vous pourriez me dire, oui, mais ça, on paraît CANVAS, Déclartimi, c'est des malades qui ont une fonction rénale normale. Qu'est-ce qu'il en est chez des patients diabétiques de type 2 qui sont déjà malades sur le plan rénal, qui ont déjà une pathologie rénale? Alors, comme le disait Jamal Belkadir, Crédence est arrivé en juin 2019 et Crédence a apporté une première réponse. Crédence, c'est des malades diabétiques de type 2, mais qui étaient malades sur le plan rénal. Regardez dans leur sélection, ils devaient avoir une filtration glomérulaire entre 30 et 90 millilitres par minute, ils devaient avoir une albuminurie de 300 à 5000 mg, et de fait, regardez les caractéristiques dans le groupe canagliflozine ou dans le groupe placebo, la filtration glomérulaire est à 56 millilitres par minute. Regardez l'albuminurie médiane, on est à 923. Dans ce papier de Perkovitch publié dans New England, les caractéristiques sont parfaitement respectées. Eh bien, chez ces patients
diabétiques de type 2 avec déjà une néphropathie, les résultats ils sont exactement comparables à ceux observés chez les diabétiques de type 2 sans néphropathie. Regardez l'objectif primaire. L'objectif primaire, insuffisance rénale et terminale, doublement de la créatinine, décès rénal ou cardiovasculaire, réduction de 30%. Alors là, il y a un rénal spécifique outcome, insuffisance rénale, doublement de la créatinine et décès rénal, 34% de réduction. Et puis dans les sous-analyses, l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale, c'est la dialyse, la transplantation, le décès rénal, c'est également des réductions de risque de l'ordre de 30%. Et Crédence apportait déjà cette information, c'est qu'il n'y avait pas d'hétérogénéité. L'interaction n'était pas significative. Autrement dit, quel que soit chez ces malades, quel que soit le degré de néphropathie, quelle que soit la filtration glomérulaire, très faible ou meilleure ou moins faible, quelle que soit l'albuminurie, très élevée ou moins élevée, eh bien, regardez, c'est exactement pareil. On a un bénéfice comparable, de nouveau, sur le plan rénal, c'est gagnant. Voilà ce que nous savions. Voilà ce que nous savions le 1er janvier. Et puis voilà, est venue cette triste année 2020. Et au cours de cette année, dans le champ des glyphlosines, il me semble qu'il y a trois temps importants. Trois actes importants. Le premier temps, il est un peu décevant. Le premier temps, c'est un bémol. C'est un bémol à tout ce que Jamal Belkadir vous a dit, c'est un bémol à tout ce que moi je vous ai dit concernant les SGLT2 inhibiteurs, c'est l'ertoglyphlosine, c'est les effets, les cardiovasculaires outcomes de l'ertoglyphlosine chez les diabétiques de type 2. C'est l'étude cardiovasculaire Vertis qui est publiée dans New England au mois d'octobre. En effet, si vous regardez pour Vertis l'objectif primaire, et l'objectif primaire, c'est toujours les grands événements cardiovasculaires, l'infarctus, l'AVC, le décès cardiovasculaire, eh bien, Vertis. Et Vertis, c'est comme en PAREC. Ce sont des malades qui sont en prévention secondaire. C'est quasiment 100% des malades en prévention secondaire. Eh bien, regardez, ertugliflozine ou placebo n'apporte pas grand-chose, pas de différence entre le placebo et le SGLT2 inhibiteur. Alors, c'est vrai que si l'on regarde des objectifs secondaires comme l'hospitalisation pour la décompensation cardiaque ou le composite rénal, oh oui, il y a sans doute une tendance au mieux avec l'ertoglyphlosine, mais bon, la statistique est là. Il n'y a en tout cas pas de supériorité de l'ertoglyphlosine par rapport au placebo. C'était la conclusion de Cannon dans ce papier très, très intéressant. Donc le premier temps, il est un peu décevant. Le deuxième temps, il ne sera pas décevant. Le deuxième temps, c'est l'étude Empereur. Alors l'étude Empereur, c'est quoi? C'est une étude qui va, au fond, dans la même direction, qui veut confirmer DAPA-HF. C'est une étude qui va chez des diabétiques de type 2 et chez des non-diabétiques de type 2 qui ont une insuffisance cardiaque, une classe 2 à 4, eh bien, on va vérifier chez ces malades ce que fait, en sus du traitement habituel, l'administration de 10 mg d'empagliflozine ou du placebo. Alors, l'objectif primaire, il est clair, c'est le décès cardiovasculaire ou c'est l'hospitalisation pour décompensation cardiaque. Ça, c'est l'objectif primaire. Et puis, il y a les objectifs secondaires. Le premier objectif secondaire, c'est un peu le total, c'est le N total d'événements de type hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et puis, il y a dans Empereur un objectif rénal, c'est la pente de dégradation de la fonction rénale, de la GFR. Le suivi médian, c'est 16 mois. Les malades d'Empereur sont probablement sur le plan cardiaque un peu plus malades que ceux de DAPA-HF. Regardez leur fraction d'éjection, elle est de 27.
27,2%. Regardez les taux de BNP, de peptides natriurétiques, supérieurs, proches de 2000. Donc, ce sont des malades qui, sur le plan insuffisance cardiaque, sont très insuffisants cardiaques, sont très décompensés. Alors, vous voyez que les causes d'insuffisance cardiaque, c'est ischémique ou c'est non ischémique. Notez par ailleurs la fonction rénale, le GFR, qui est de l'ordre de 62 millilitres. Alors, que va faire l'administration, en plus du traitement habituel de la décompensation cardiaque? Ces malades sont déjà très bien traités sur le plan de la décompensation cardiaque. Que va faire l'ajout d'empagliflozine? Eh bien, voilà ce que fait l'ajout d'empagliflozine, une réduction de 25%, de l'objectif primaire. Donc c'est de nouveau remarquable. Regardez le nombre d'événements, le 15,8 par 100 patients an pour l'empagliflozine versus 21 par 100 patients an pour le placebo. Il n'y a pas photo, c'est hautement significatif. Et ce qui est intéressant dans l'étude Empereur, c'est que de nouveau, il n'y a aucune hétérogénéité, qu'on soit diabétique ou qu'on ne soit pas diabétique. Qu'on soit obèse ou pas obèse, quel que soit le degré d'insuffisance, de dysfonction rénale, quel que soit le degré de décompensation cardiaque, eh bien, il n'y a aucune interaction significative. C'est ce que nous dit Packer dans ce papier du New England, ce très beau papier du New England. Empereur est une très belle étude. C'est une très belle étude qui, je vous ai montré l'objectif primaire, mais c'est aussi une très belle étude quant à l'objectif secondaire. Regardez la décompensation, le nombre total d'hospitalisations pour décompensation cardiaque. Ben là aussi, la réduction, elle est de 30%, elle est hautement significative. Et puis le dernier point, c'est un point rénal. Je pense que Jamal Belkadir a beaucoup insisté sur le rein et il a eu raison. Mais regardez, sous empagliflozine versus placebo, mais vous avez une différence de pente. La dégradation de la fonction rénale se ralentit. Elle se ralentit de 1,73 millilitres par minute par année sous empagliflozine versus le placebo. Voilà le résumé de cette étude Empereur, et on a presque envie de dire que l'étude Empereur, ben, elle mérite un César. Alors, et puis c'est le troisième temps. Le troisième temps, le voilà, c'est DAPA-CKD. DAPA-CKD, c'est une présentation à l'EASD et c'est aussi un papier dans le New England de fin octobre 2020. DAPA-CKD, ben, ça se veut être un peu la prolongation de crédence. Autrement dit, on va sélectionner des patients. À nouveau, ils sont diabétiques de type 2 ou ils ne sont pas diabétiques. Ça, c'est la différence avec crédence. Ils sont diabétiques de type 2 ou ils ne sont pas diabétiques. Ils sont traités sur le plan rénal, tensionnel de manière parfaite. Eh bien, on va analyser chez eux ce que va faire l'ajout de 10 mg de dapagliflozine ou d'un placebo, et on va regarder ce qui se passe au bout de 2 années et demie. Alors, ce sont des malades qui, sur le plan rénal, sont quand même fort malades. Ils sont même un peu plus malades que dans Crédence, puisque leur filtration glomérulaire, en termes de sélection, va de 25 à 75. Je vous rappelle que dans Crédence, c'était de 30 à 90. Et puis, là aussi, hein, une albuminurie, ça va c'est une macro-albuminurie qui sera présente, qui sera observée chez la majorité des malades, qui sont donc déjà parfaitement traités. Près de 70% de la population dans le groupe dapagliflozine, dans le groupe placebo, a un diabète de type 2. Alors regardez la GFR, hein, 43 de GFR, donc on est plus bas que dans Crédence. Regardez l'albuminurie, là on est à peu près comme dans Crédence, avec on est presque à 1000 mg par gramme, c'est une médiane, et vous voyez que la majorité de ces patients, pratiquement 100%, sont déjà traités par des sartans ou par des inhibiteurs de l'enzyme de conversion.
Les résultats sont spectaculaires. Les résultats sont spectaculaires. Voilà l'objectif primaire. L'objectif primaire, c'était une réduction de plus de 50% vérifiée de la filtration glomérulaire. C'était une insuffisance rénale terminale. C'était un décès rénal ou un décès cardiovasculaire. Regardez, 312 événements sous placebo, 197 événements sous dapagliflozine. La réduction, elle est de 40%. Le temps m'empêche de vous lire la signification statistique, mais elle est particulièrement impressionnante. Là, c'est gagné. Et de nouveau, comme dans les études précédentes, pas d'hétérogénéité. Que vous soyez diabétique au départ ou que vous ne le soyez pas, c'est la même chose. Que vous ayez une albuminurie supérieure à 1000 ou inférieure à 1000, c'est la même chose. Que vous soyez supérieur à 45 ou inférieur à 45 en termes de filtration glomérulaire, il n'y a pas de différence. La dapagliflozine, les 10 mg de dapagliflozine l'emportent statistiquement sur le placebo. Alors, je vous ai parlé de l'objectif primaire, le voici, l'objectif primaire, mais les résultats sont tout aussi enthousiasmants quand on regarde les objectifs secondaires. L'objectif secondaire rénal, c'est le même que le primaire, mais on a enlevé le décès cardiovasculaire. Et bien voilà, plus de 60%, 65% de réduction de risque sous dapagliflozine. Regardez le décès, le décès toutes causes confondues, c'est 30% de réduction de risque. Et puis alors un objectif qui est tout aussi impressionnant, qui est un objectif composite de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour décompensation cardiaque. C'est le volet un peu cardiologique de cette étude rénale, mais voilà, c'est une réduction de nouveau très significative de 30% du risque. C'est le papier de Spink dans le New England que vous avez probablement tous lu. Et puis, il y a une dernière facette dans ce papier, c'est un peu comme dans l'étude précédente, mais que devient la fonction rénale avec le temps? Que devient la filtration glomérulaire? Ben, je pense qu'il n'y a pas photo. La pente en bleu est ralentie par rapport à la pente en brun, et la différence, elle est hautement significative. Elle est près de 2 millilitres par minute par an. 2 millilitres par minute par an. Donc, je pense que la place des SGLT2 inhibiteurs dans la néphropathie, qu'elle soit diabétique ou qu'elle ne soit pas diabétique, elle est devenue indiscutable. Alors finalement, avant de conclure, vous pourriez me poser la question, mais c'est vrai, voilà des bénéfices, voilà une palette de bénéfices cardiovasculaires, une palette de bénéfices rénaux, mais à quel prix faut-il payer en termes d'événements secondaires, d'effets secondaires? On a tout entendu. Eh bien, finalement, les événements secondaires dans cette étude, j'ai repris la dernière de Ersping, mais les résultats sont comparables dans les études précédentes. Regardez la discontinuation du médicament, l'interruption du médicament, c'est la même chose. Les effets secondaires importants, 29%, 34%, et puis ces effets secondaires qui étaient chaque fois mentionnés, pointés du doigt, l'amputation, 1,6, 1,8, l'acidocétose, hein, c'est vrai, c'est décrit, il faut le savoir, les cliniciens le savent, mais c'est 0 et c'est 0,1. Les fractures, il n'y a pas. Et puis, regardez les événements, les déplétions qui font toujours peur, c'est vrai. Eh bien, dans cette étude, en tout cas, la différence entre la dapagliflozine et le placebo n'est pas significative. Alors voilà, je pense que j'en ai terminé et je crois que l'état des lieux dans le champ des glyphlosines sur le plan thérapeutique est un état des lieux très encourageant. On a et en fait, je ne fais que corroborer ce que Jamal Belkadi vous a dit. On a maintenant des armes et des armes efficaces dans le champ cardiovasculaire, et le diabétique de type 2, il est à haut risque cardiovasculaire. On a des armes dans le champ de la néphropathie, et la néphropathie diabétique, corrélée d'ailleurs au cardiovasculaire, est quand même aussi une complication dramatique du diabète de type 2. Voilà, je pense qu'on a progressé. Je pense que ces études, et ces quelques études que je vous ai montrées, celles qu'on connaissait le 1er janvier et celles qu'on connaît aujourd'hui, Journée mondiale du diabète, le 14 novembre, eh bien, toutes ces études ont véritablement apporté une pièce très importante à l'édifice. Je vous remercie pour votre attention.